Bonjour et bienvenue dans A tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose. Nous allons lever les tabous et les fausses idées. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. 40% d'entre elles souffrent de douleurs chroniques pelviennes et en particulier au moment des règles. C'est une maladie complexe. On ne parle pas d'endométriose, d'une endométriose, mais de plusieurs formes d'endométriose, car cette maladie ne se développe pas de la même façon d'une femme à l'autre. L'endométriose à un stade avancé peut être même un handicap. Elle reste pourtant encore à ce jour mal connue et diagnostiquée tardivement. Qu'est-ce que l'endométriose ? Quelle est l'origine de cette maladie ? Comment traiter l'endométriose ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette émission au travers de chroniques, de débats et surtout de reportages. Et tout de suite, nous sommes sur le plateau d'A tout Santé avec nos invités, le professeur Fernandez. Professeur, vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique, mais aussi président de la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne et membre du Collège de gynécologie. Vous êtes accompagné du docteur Perrine Kapmas, chirurgienne gynécologue. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on a aussi la chance d'avoir Muriel Camus, qui est une patiente. Bonjour Muriel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'A tout Santé. Aujourd'hui, professeur Fernandez, nous parlons dans cette émission bien sûr de l'endométriose, mais quelle est l'origine de l'endométriose pour commencer ? L'endométriose est une pathologie dont on ne connaît pas l'origine. Elle arrive probablement assez tôt dans la vie génitale. Le point d'origine est l'existence d'un phénomène purement physiologique qui est le reflux du sang des règles par les trompes qui va vers l'abdomen, vers ce qu'on appelle la cavité abdominale et qui va se mettre ce sang des règles sur le péritoine. Le péritoine, c'est une sorte de drap qui se met sur nos différents organes dans l'organisme. Et pour des raisons un peu complexes, il y a sûrement un trouble immunologique qui fait que ce sang, au lieu d'être nettoyé, va rester et va être à l'origine de cette endométriose. Pourquoi parle-t-on de plusieurs formes d'endométriose en quelques secondes ? Parce que la localisation de ces foyers anormaux peut être multiple. Ça peut être sur l'ovaire, ça peut être sur l'appareil urinaire, sur l'appareil digestif, sur le péritoine, dans la paroi utérine, ça s'appelle de l'adénomiose, et la symptomatologie en fonction de la localisation est différente. Merci professeur Fernandez. Alors nous allons à la rencontre du docteur Marine Sauvant dans un reportage qui est proposé par Laurent Fougeux pour découvrir ce qu'est l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui est une maladie des femmes en âge de procréer et qui est liée en fait à la présence du tissu qui est situé normalement à l'intérieur de l'utérus, qui s'appelle l'endomètre et qui va aller se placer à l'extérieur de l'utérus. Ça peut se mettre par exemple sur les ovaires et ça va s'appeler endométriome et former un kyste. Puis ça peut aussi aller se placer sur d'autres organes comme par exemple les intestins, la vessie. Du coup, les douleurs qui vont être engendrées et les symptômes qui vont être engendrés vont dépendre de la localisation de l'endométriose. Donc il n'y a pas une seule forme d'endométriose, il y a plusieurs endométrioses. Là, on voit une photo prise en célioscopie, un ovaire normal et un ovaire qui est porteur d'un kyste d'endométriose. Et puis sur ce schéma, on voit les différentes localisations d'endométriose. Le symptôme le plus fréquent, c'est les dysménorrhées. Les dysménorrhées, c'est des douleurs qui surviennent pendant les règles. C'est très fréquent, notamment chez les jeunes femmes, et il ne faut pas se dire qu'on a de l'endométriose dès qu'on a des douleurs de règles. Il n'y a pas de dépistage à proprement parler de l'endométriose. En revanche, quand il y a des signes d'appel, des douleurs pendant les règles très intenses, des douleurs à la défécation au moment des règles, des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs lors des rapports sexuels ou d'autres symptômes, on peut prescrire des examens qui vont nous aider à faire le diagnostic. Ces examens, en première intention, sont l'échographie pelvienne. Dans un certain nombre de cas, l'échographie n'est pas suffisante pour faire le diagnostic et on va alors proposer à la patiente de réaliser une IRM pelvienne qui permet avec plus de certitude de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas d'endométriose. Lorsqu'une femme découvre qu'elle est atteinte d'endométriose, elle est souvent soulagée d'avoir un diagnostic, puisque souvent c'est des femmes qui ont des douleurs depuis plusieurs années, qui ont consulté beaucoup de médecins, qui ont fait beaucoup d'examens et enfin on trouve une explication à leur douleur. Ce qui est important, c'est de savoir expliquer aux patientes quelle est leur maladie, comment elle peut évoluer, savoir les rassurer sur les possibilités de traitement qui existent et puis savoir les orienter vers les personnes qui sont expertes dans cette maladie et qui vont pouvoir leur proposer le meilleur traitement, qu'il soit médical ou chirurgical.
De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons d'endométriose avec nos invités, professeur Hervé Fernandez. Alors, ça fait peu de temps qu'on parle d'endométriose en fait. Ça fait combien, 4-5 ans, 10 ans c'est quelque chose de récent? C'est pas récent. Je veux dire, on a médiatisé cette pathologie depuis moins de 10 ans. J'ai malheureusement l'âge où ça fait plus d'années que ça que j'exerce et ça fait 30 ans qu'on parle d'endométriose. Simplement, les moyens d'accès au diagnostic, les moyens d'accès à certaines thérapeutiques se sont modifiés. Ce qui veut dire que, bien sûr, l'importance de la pathologie, elle est devenue parfaitement différente. Et puis, il y a un autre phénomène. Il y a 30 ans, les femmes avaient plaisir à prendre des œstroprogestatifs parce que c'était une libération, c'était avoir une sexualité beaucoup plus facile. Et on verra tout à l'heure, quand on va discuter des thérapeutiques, que la pilule, en fait, est un des traitements d'endométriose. Et peut-être qu'une partie de ces patientes, ça a été masqué. Voilà, c'était masqué. Maintenant, comme la mode, c'est de ne plus avoir un intérêt sur la pilule parce que c'est des hormones, eh bien, on voit apparaître des choses. Quels sont les symptômes, en fait, de l'endométriose? Le premier symptôme, c'est la douleur. Simplement, il ne faut pas dire parce qu'il y a de la douleur, c'est de l'endométriose. On sait qu'une douleur abdominale chez une femme, ce n'est qu'une fois sur 3 d'origine gynécologique. Et parmi les origines gynécologiques, ce n'est pas que l'endométriose. Ça va représenter peut-être une fois sur 4, une fois sur 5, pas plus. Mais le premier signe, c'est la douleur. Cette douleur peut s'exprimer de manière tout à fait différente. Alors, on va voir son gynécologue, j'imagine, ou son médecin traitant. Comment on va le diagnostiquer? Quelles sont les premières étapes? C'est une question importante, c'est est-ce qu'on doit diagnostiquer vraiment que c'est une endométriose? Moi, je pense que, et ça peut être fonction de l'âge et du contexte, mais une jeune fille, une femme jeune, qu'on va définir à moins de 25 ans, qui vient vous voir parce qu'elle a des douleurs, la seule chose qui est importante pour nous médecins, c'est de lui redonner une qualité de vie et de traiter sa douleur. Que ça soit lié à de l'endométriose ou à autre chose, ce n'est pas toujours important. Je ne suis pas certain que l'exactitude du diagnostic précoce est importante. Par contre, plus tard, quand va se mêler un désir de grossesse, etc., avec l'expression et la douleur, là, il est important de mobiliser des examens diagnostiques pour avoir le... Quelles sont les conséquences de l'endométriose, mis à part la douleur? Ça peut être l'infertilité, elle va être présente une fois sur 4, une fois sur 5. Et puis ensuite, ça peut être, en fonction de la localisation, si c'est sur l'utérus, ça peut entraîner des saignements. Si c'est sur l'appareil digestif, ça va entraîner une multitude de troubles digestifs pour aller à la selle, avec des alternances entre diarrhée et constipation. Sur le plan urinaire, il peut y avoir tout un tas de symptômes avec des envies fréquentes d'uriner, des difficultés d'uriner, des compressions de l'urtère, qui est ce canal qui mène du rein à la vessie et qui va entraîner une dilatation des cavités du rein. Donc tout ça, c'est fonction de la localisation. Alors on a la chance d'avoir Muriel Camus. Muriel, vous êtes donc patiente, vous avez l'endométriose. Comment vous pouvez nous raconter un peu votre histoire, comment c'est arrivé, comment vous l'avez détecté? À quel moment vous avez pris conscience de cette maladie? Alors moi, mon histoire a commencé très très tôt puisque j'ai eu mes règles très très jeune, à 11 ans. Donc pendant de 11 ans jusqu'à 28 ans, j'ai souffert de douleurs très très fortes, atroces, donc du bas du ventre, au niveau digestif, des douleurs lombaires. J'ai eu la chance à 28 ans de tomber sur une gynécologue, mais on ne parlait pas d'endométriose encore à cette époque, qui m'a dit c'est pas normal de souffrir des règles, donc si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas de désir d'enfant, je vais vous bloquer vos règles. Donc j'ai accepté. Donc plus de règles, pas de douleur, c'était super. 2 ans après, j'ai eu la chance d'avoir mon fils, voilà. Et après la grossesse, les règles sont revenues. Les règles ont emmené les douleurs au fur et à mesure. Des années et des mois de plus en plus fortes. Alors, ce qui est important de dire, c'est que j'ai eu mon fils par césarienne. C'est peut-être un détail, je ne sais pas, mais en tout cas, dans mon histoire, voilà. Et suite à un bilan d'infertilité en 2004, j'ai été dirigée vers leur professeur Fernandez, qui... enfin, à diagnostiquer la raison de mes douleurs. C'était un soulagement de savoir ce que vous aviez, en fait. Complètement, parce qu'en fait, pendant ces plus de 20 ans, donc la plupart des médecins me disaient que j'étais tout simplement... Comprenait. Voilà, personne ne comprenait. La plupart me disaient que c'était dans la tête. Donc,
Enfin, un non. Au-delà de tout là, ça, j'étais très contente puisque je me suis dit, je ne suis pas folle, je ne suis pas douillette. Il y a vraiment pas d'autologie. Voilà, il y a une raison. Docteur Capmas, est-ce que c'est fréquent, ce type de cas? C'est très très fréquent. Le fait d'avoir un retard au diagnostic, d'attendre longtemps avant d'avoir le diagnostic. Et si jeune, d'avoir des douleurs si jeunes? Alors, d'avoir des douleurs si jeunes, ça peut être l'endométriose, mais ça peut être autre chose. Les douleurs au moment des règles chez les jeunes filles, c'est très fréquent. Et il ne faut pas non plus partir dans l'idée que c'est systématiquement une endométriose. Mais il faut prendre en charge ces douleurs, qu'elles soient endométriosiques ou qu'elles soient d'une autre origine. De toute façon, il faut traiter les douleurs de la femme jeune. C'est pas normal d'avoir mal. Est-ce qu'il existe une procédure qui permet le dépistage de l'endométriose? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le dépistage, ça n'existe pas pour l'endométriose parce qu'on n'a pas de test pour permettre le dépistage aujourd'hui, même s'il pourrait être indiqué parce que c'est une maladie qui est assez fréquente et qui est très invalidante dans la vie des femmes. Donc s'il existait, il faudrait probablement le faire, mais aujourd'hui on n'a pas de test de dépistage. Donc la seule chose qu'on a à notre disposition, c'est d'écouter les patientes. D'écouter les plaintes des patientes, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. C'est uniquement... Et après, il y a quand même, techniquement, il y a quand même des actes qui permettent de confirmer? Alors après, il y a des examens complémentaires. On le voyait dans le reportage tout à l'heure, l'échographie, l'IRM, qui nous aident à avancer dans le diagnostic, et éventuellement des célioscopies qui peuvent permettre, en mettant une caméra dans le ventre, d'aller voir faire les un bilan zones, des lésions. bien sûr. Mais le premier diagnostic, il se fait en consultation, rien qu'en écoutant les patientes. Professeur Fernandez, est-ce qu'on peut prévenir l'endométriose? Probablement pas, parce que quand on connaît... Alors, dans la majorité des cas, non. Il existe quelques situations un peu spécifiques. Par exemple, il existe des malformations utérines où on sait que c'est plus fréquemment associé de l'endométriose. Il faut traiter ces malformations utérines pour plein de raisons, et entre autres pour l'endométriose. Hormis ça, la prévention primaire, comme on appelle, non. À partir du moment où on ne connaît pas l'origine de la pathologie, il n'y a pas de prévention primaire. Tout à l'heure, vous avez parlé d'infertilité. Oui. Est-ce que l'endométriose rime toujours avec infertilité? Non, pas du tout. Dans un grand nombre de situations, on va découvrir tardivement, à l'occasion soit parfois d'une échographie faite pour une autre raison, ou d'une intervention parce qu'il y a une indication opératoire autre, on va découvrir des lésions endométriosiques excessivement importantes et qui ne se sont jamais manifestées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de parallélisme entre la gravité des lésions et l'importance des symptômes qui existent. Et ce qui nous importe à nous médecins, c'est les symptômes, c'est pas les localisations anatomiques. Elles vont pouvoir nous aider pour discuter de certains traitements, mais on est là pour soulager les patientes de leurs symptômes. Priorité, soulager les patients. Oui. Merci professeur Fernandez, merci à vous tous pour ces échanges. Et nous allons passer à notre chronique pédagogique avec notre chroniqueur Guillaume Paris. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous allez nous parler, vous, de préservation de la fertilité. Absolument. Donc c'est vrai que la préservation de la fertilité est importante dans ce type de pathologies qui peuvent toucher notamment des femmes jeunes. Et la préservation de la fertilité s'inscrit depuis 2004 dans les lois de bioéthique. Alors je vais juste vous rappeler rapidement cette loi. Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier de recueil et de conservation des gamètes ou des tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure à son bénéfice, donc d'une aide médicalement, d'une procréation médicalement assistée, en vue de la préservation et de la restauration de la fertilité. Alors c'est vrai que la préservation de la fertilité féminine est un peu plus compliquée du fait des caractéristiques de l'ovaire. La cryoconservation lente, comme pour les spermatozoïdes, n'est pas réalisable, en tout cas ne fonctionnait pas. Et donc depuis 2011, la loi de bioéthique a autorisé la vitrification de ces ovocytes, où en fin de compte, on va les congeler, cryoconserver, en plongeant les ovocytes dans de l'azote à moins 196 degrés. Et là, on arrive à conserver ces ovocytes. Alors bien sûr, aujourd'hui, cette préservation de la fertilité va s'inscrire dans un parcours de soins, avec souvent des patientes qui peuvent être atteintes de cancer, qui vont bénéficier de traitements comme des chimiothérapies qui peuvent évidemment créer des troubles de la fertilité. Mais il y a aussi des situations gynécologiques comme l'endométriose, comme certaines chirurgies de l'endométriose qui va nécessiter cette préservation de la fertilité, ou lors de chirurgies de kystes ovariens à haut risque qui peuvent toujours altérer la réserve ovarienne. Il y a une limite, bien sûr, c'est l'âge de la femme. Au-delà de 40 ans, la qualité ovocytaire va être moins bonne et donc la cryoconservation sera évidemment difficile. En tout cas, pour toutes les femmes qui souhaitent plus de renseignements, on peut s'adresser à des centres agréés, notamment de biologie de la reproduction. Aujourd'hui, en France et dans ces lois de bioéthique, bien sûr, la cryoconservation pour convenance purement personnelle n'est absolument pas autorisée actuellement.
Merci Guillaume. Alors merci à vous quatre pour avoir témoigné sur cette partie d'émission. Merci à Muriel pour ce témoignage émouvant. Alors dans cette seconde partie d'émission, nous allons parler des traitements de l'endométriose et nous sommes allés à la rencontre de l'association Endomind qui sensibilise sur ce sujet. Un reportage proposé par Laurent Fougeux. Alors, le traitement de l'endométriose, il a plusieurs facettes. Les patients qui n'ont pas de symptômes, le plus souvent, ne vont pas être traités, puisque le but est de traiter des symptômes. Donc, on va les rassurer. Pour les patients qui ont des douleurs, le traitement en première intention repose le plus souvent sur des traitements médicamenteux, qui sont des traitements hormonaux. Et le traitement qu'on utilise le plus souvent, c'est tout simplement la pilule. Dans certaines situations, quand l'endométriose a des localisations à risque, lorsque le traitement médical ne suffit pas, on peut être amené à faire de la chirurgie, dont l'étendue est très variable en fonction de la forme d'endométriose. La chirurgie a pour objectif de retirer l'ensemble des lésions d'endométriose. Ce qui est important en chirurgie, c'est qu'il faut retirer toutes les lésions d'endométriose. Si le chirurgien pense que ce n'est pas réalisable, il vaut mieux ne pas opérer la patiente et lui proposer un traitement médical. Nous sommes une association qui a été créée il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. L'objectif de cet événement ce soir, c'est, comme tous nos événements, faire parler de la maladie, sensibiliser le public. Donc c'est pour ça que nous sommes là, c'est une conférence débat. En fait, l'idée, c'est pas de faire un cours magistral sur l'endométriose. Endomind a voulu se positionner comme étant une association qui développe des événements, des actions pour sensibiliser et faire connaître la maladie auprès du grand public ou du corps médical. Et il y a donc une campagne qui a été une campagne de sensibilisation à l'endométriose qui a été lancée l'année dernière, dont le slogan était « Les règles, c'est naturel, pas la douleur ». J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été diagnostiquée donc, très jeune, donc dès lors de l'apparition de mes premières règles, donc ça veut dire vers 14 ans. Il faut savoir que normalement un diagnostic, ça peut durer jusqu'à 10 ans pour certaines femmes. Ma mère est atteinte d'endométriose, ce qui a permis en fait de l'alerter. C'est vraiment important d'être bien prise en charge avec des médecins compétents. Ça a changé effectivement un certain nombre de choses dans ma vie. Après, tout dépend de l'atteinte. Moi, je sais que ce qui est le plus handicapant pour ma part, c'est une atteinte à la vessie. Donc une atteinte à la vessie, ce qui fait que, pour vous donner une idée, je peux me lever entre 5 à 8 fois par nuit. Je n'ai pas arrêté de faire des activités sportives. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est important de continuer à avoir des activités, continuer à avoir des passions, faire du sport. C'est important d'avoir un but dans la vie. Je pense que c'est important d'avoir une passion. Donc peu importe quelle est la passion, peu importe quel est le but de chacun, je pense qu'il faut se rattacher à quelque chose. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous accueillons Emeline Bréant, secrétaire générale de l'association Endomind France. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Et vous êtes accompagnée de Maëla Descamps, une patiente. Bonjour Maëla. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Atout Santé. Professeur Hervé Fernandez, nous avons compris au travers du reportage qu'il existait plusieurs traitements à l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous les citer rapidement ? On commence systématiquement par les œstroprogestatifs, donc la pilule classique, en conservant ou en ne conservant pas, en fonction des symptômes de la femme, les règles. Les femmes qui ne tolèrent pas la pilule pour des raisons diverses, malgré les différents changements, on peut leur donner des traitements de progestérone, qui est une des 2 hormones sécrétées dans un cycle normal. Et là, en général, c'est donné, là aussi, de façon discontinue ou continue. Et puis, parfois, on va être obligé de grader ces traitements avec des traitements médicaux plus forts, qui sont la mise en ménopause chimique, comme on appelle, et surtout quand on donne ces traitements qui sont des piqûres trimestrielles, plus rarement mensuelles, comme quoi, ouais. Dans cette indication, ce qu'il faut toujours, c'est adjoindre en fait un traitement hormonal pour éviter d'avoir les effets secondaires de ce traitement qu'on appelle de l'ADBAC thérapie. Et puis ensuite, vous avez la place des traitements chirurgicaux qui vont être indiqués lorsqu'il y a une non-efficacité ou une mauvaise efficacité des traitements médicaux, ou lorsque la pathologie découverte au décours de l'échographie, de l'IRM qui sont faits pour le diagnostic montrent qu'il y a des lésions sévères qui peuvent compromettre la fonction du rein, qui peuvent compromettre la fonction digestive ou d'autres localisations qui là vont amener une indication opératoire. Est-ce qu'on peut guérir totalement d'une endométriose ? C'est une maladie, quand on la traite et quand on l'opère, il faut, soit l'un soit l'autre, il faut que ça soit quelque chose de continu et de complet.
Est-ce qu'il y a une guérison absolue? Je pense qu'en médecine, on ne peut jamais dire qu'il y a des guérisons totales. La raison principale, c'est qu'on ne fait jamais une thérapeutique, malgré tout le talent qu'on peut avoir, totalement extensive. On va toujours laisser un peu d'endométriose. C'est pour ça qu'au décours d'un traitement chirurgical, par exemple, si le couple n'a pas un souhait de grossesse immédiat, il faut systématiquement remettre immédiatement un traitement médical qui est pilule ou progestérone habituellement. Docteur Perrine Kapmas, vous êtes chirurgien, donc on ne fait pas de chirurgie à tous les coups? Non, on fait des chirurgies en second recours en général quand le traitement médical est insuffisant. Le seul cas où on peut faire éventuellement des chirurgies en première intention, c'est sur un désir de grossesse, où on sait que même si les lésions ne sont pas très étendues, le fait de les enlever va améliorer la fertilité spontanée. Alors comment le corps médical accompagne les patientes qui sont atteintes d'endométriose en général? Dans l'idéal, il faudrait faire un accompagnement très global, c'est-à-dire il y a le traitement qu'on va donner, le traitement médical, éventuellement une proposition de chirurgie, mais il y a tous les traitements qu'on va faire à côté. Le soutien psychologique, parce que ça c'est important, l'ostéopathie, qui on pense de plus en plus à une place dans ces traitements, et puis le recours à des associations, l'association Endomind par exemple, qui permet d'avoir un réseau et un soutien pour les patientes. Vous faites le lien pour Émilie, donc, qui est la secrétaire générale. Emeline, pardon, qui est la secrétaire générale d'Endomind. Comment vous sensibilisez les femmes autour de cette maladie? Est-ce que c'est récent, Endomind? Alors, Endomind est une association jeune qui a été créée en juillet 2014. Donc, jeune association, pour autant très dynamique. Donc, l'association Endomind a pour but vraiment de sensibiliser le grand public, le corps médical, à cette maladie qui s'appelle l'endométriose et aussi à faire en sorte qu'elle soit reconnue comme un problème de santé publique. Comment vous travaillez avec le corps médical? Alors, ça répond aussi à la première question, c'est-à-dire qu'on a, au niveau des événements que l'on organise, des actions que l'on fait, on a différents publics. Donc ça va être le grand public, des gens qui ne sont pas atteints, parce que c'est important de sensibiliser les femmes atteintes d'endométriose, mais aussi des personnes qui ne le sont pas, peut-être des patientes qui s'ignorent, des patientes et l'entourage. Et donc, au travers la collaboration que l'on a avec les médecins, c'est l'organisation de conférences de sensibilisation où on demande souvent une intervention de la part des médecins. Des spécialistes qui viennent intervenir, des spécialistes qui viennent parler de la maladie. Et là, si vous aviez un message à faire passer aux femmes qui aujourd'hui ne connaîtraient pas encore la maladie, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors, j'aurais, si ce sont des femmes qui ne connaissent pas la maladie, il y a un message qui est très important et qui a été porté par une campagne de sensibilisation qui a été lancée en 2016, c'est les règles, c'est naturel, pas la douleur. C'est-à-dire que s'il y a des douleurs qui sont Les règles, fortes, c'est naturel, pas la douleur, donc on retiendra cette phrase, je pense que c'est important. Alors, Maëla, vous êtes une patiente, vous êtes atteinte d'endométriose. Qu'est-ce que ça a modifié dans votre vie au quotidien ? Alors écoutez, déjà je pense qu'il y a toute une phase d'acceptation de la maladie. Quand on apprend qu'on est malade, c'est toujours un petit peu compliqué au début. Et puis après, ça apporte des répercussions au quotidien. Donc effectivement, ça peut être des répercussions qui sont professionnelles, ce qui est quand même la plupart du temps un gros problème parce qu'on ne peut pas toujours expliquer à son employeur cette maladie qui est peu connue, justement les gens qu'on ne comprend pas. Exactement, qui touche vraiment la féminité, l'intimité, c'est toujours un petit peu compliqué d'en parler. Vous pensez qu'il est important d'en parler en fait, vous ? Il est très important d'en parler. Je pense qu'il est très important d'en parler, de faire passer un message. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie taboue, que c'est une maladie qui est dans l'ombre, effectivement, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a énormément de femmes qui sont touchées d'endométriose. Et elles n'osent pas en parler, en fait. Je pense qu'elles n'osent pas en parler, mais comme disait Emeline, il faut sensibiliser les gens autour également, en fait. Pas que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, parce que... Il faut que l'entourage soit conscient de ce qui se passe autour, bien sûr. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de cette association, à vous ? Écoutez, c'est très, j'allais dire agréable, mais on retrouve un certain confort en fait à être avec des femmes qui sont aussi atteintes d'endométriose. Ça permet de pouvoir en parler librement. Vous partagez un peu la même douleur, vous êtes exactement. Ouais. Alors, on a vu, docteur Kapmas, que l'endométriose portait aussi atteinte à la vessie au travers de
du reportage. Est-ce courant et est-ce que ça provoque d'autres gènes aussi? Alors l'atteinte vésicale, ce n'est pas la plus fréquente. Quand elle a lieu, elle entraîne effectivement divers symptômes, notamment des envies très fréquentes d'uriner, des envies éventuellement pressantes d'uriner, éventuellement du sang dans les urines. Mais c'est de loin pas l'atteinte la plus fréquente, avec d'autres atteintes qui peuvent être digestives, qui peuvent être à divers endroits, y compris parfois dans les poumons. Enfin, il y a vraiment des atteintes très variées. Différentes atteintes. Maëla, si vous aviez un message à porter aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je pense que c'est important de se rattacher à quelque chose, en fait. De continuer à essayer un maximum d'avoir une vie avec des passions, essayer de faire du sport à juste mesure. Vous faites du sport, Moi, je fais du sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Moi, je cours et je me suis mise à la salle de sport également. Ça, c'est important aussi pour l'équilibre. C'est très important. Après, chacune va modérer en fonction de ses douleurs, en fonction de la localisation. Et c'est pour ça qu'on parle des endométrioses et pas de l'endométriose, parce que chaque femme est différente. Merci Maëla pour votre témoignage. On va raccompagner Emeline. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Et pour finir notre émission, nous allons accueillir Fanny pour Fans de santé. Fanny, bonjour. Bonjour Alain. Vous allez nous parler de votre coup de cœur. Et oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur que j'ai trouvé sur le site de mademoiselle.com. Il s'agit d'un court-métrage en fait qui raconte la vie d'Emma qui souffre d'endométriose. Elle raconte sa souffrance, sa vie, mais pas conditionnée par la maladie. Comme elle le dit, l'endométriose est en elle, mais elle n'est pas l'endométriose. Oui, puisqu'on ne voit rien de l'extérieur. L'endométriose, quelqu'un qui est malade, on ne le voit pas. Souvent, les femmes se renferment sur elle et ce n'est que depuis assez récemment qu'on parle justement de ces sujets qui étaient auparavant assez tabou. Donc ce court-métrage Emma encourage en fait les femmes à parler d'elles et de livrer leurs ressentis face à cette maladie. Et comme nous l'avons vu tout au long de l'émission, on le sait, il faut noter que l'endométriose est bien souvent diagnostiquée avec un retard moyen de 5 ans. Et donc c'est 5 années durant lesquelles la maladie a le temps de causer des dommages considérables à différents organes. Et alors mesdames, si vous avez un doute, si vous souffrez lors de vos cycles menstruels, moi je n'ai que chose à vous dire, c'est aller consulter votre gynécologue, un spécialiste, allez-y. Merci Fanny pour cette chronique. Peut-être un petit commentaire, professeur Fernandez. Important d'avoir insisté sur la douleur. N'oublions pas que quand il y a un désir de grossesse, il ne faut pas tarder à proposer des fécondations in vitro, qui est une pierre angulaire majeure dans la prise en charge de ces femmes. Merci à vous tous. Alors c'est la fin d'Atout Santé, une émission qui est de plus en plus suivie. Merci à nos intervenants, à tous les téléspectateurs un peu partout, même en Belgique. On salue nos amis belges. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Atout Santé, nous envoyer des messages sur Facebook Atout Santé, sur Twitter Atout Santé. Alors rendez-vous dans une prochaine émission et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.